Bonjour et bienvenue. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on a entre les mains Une véritable capsule temporelle. c'est le mot oui, un bulletin d'information de l'Association des anesthésistes universitaires, l'EAUA, qui date de l'automne 2003. Donc il y a plus de 20 ans. Exactement. Et c'est une occasion assez unique de plonger dans le monde de la recherche, de la médecine universitaire de cette époque, et de voir ce qui a changé ou pas. Et ce qui est fascinant avec ce bulletin, c'est qu'il raconte plusieurs histoires en même temps. D'un côté, on a le portrait d'un géant, un inventeur, le docteur John W. Sevringhaus, à travers une interview fleuve. Une très longue interview. Oui, et de l'autre, on a un débat beaucoup plus terre-à-terre sur les frustrations de la carrière universitaire à ce moment-là. Et puis il y a cette lettre administrative qui nous ancre dans la réalité économique. On va donc passer du récit un peu héroïque d'une vie de découverte aux angoisses du quotidien, quoi. Et le point de départ de ce voyage est assez inattendu. Ah oui ? L'étincelle qui a allumé la carrière médicale du Dr Sevringhaus, c'est pas un hôpital. C'est un projet de radar militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'annonce de la bombe atomique qui l'a fait basculer. Un changement de cap radical, de la physique à la biophysique, avec une idée en tête. Avoir un impact direct sur la vie. Et cette décision, on va le voir, a littéralement transformé les soins intensifs. Alors, commençons par le début. Le Dr Sevringhaus, il est né en 1922. Milieu très médical, son père était professeur de médecine. À Columbia, oui. Donc il a grandi en côtoyant des figures de l'anesthésie, mais sa première passion, c'était pas ça, c'était l'électronique, la radio. Il fabriquait ses propres appareils. On sent déjà le profil de l'inventeur, tout à fait. Mais le catalyseur, le vrai déclic, c'est la guerre. Il est mobilisé, il travaille sur des équipements de test pour les radars au MIT. D'accord. Et là, en août 1945, il entend parler de la bombe d'Hiroshima. Dans l'interview, il parle d'un choc, d'une prise de conscience. Il se dit que la physique, qui peut mener à une telle destruction, ce n'est plus sa voie. Il veut faire quelque chose qui sert la vie. C'est fou de penser qu'une des plus grandes inventions destructrices de l'humanité a pu indirectement mener à des technologies qui sauvent des vies. C'est un paradoxe incroyable. Et ce détour, ça façonne tout son parcours. Il entre en médecine, il est diplômé en 1949, et là, moment décisif. Sa rencontre avec le docteur Robert Drips, Exactement. à l'université de Pennsylvanie. Drips, c'est une sommité, et il voit en Sevringhaus le profil parfait. Il lui dit, en gros, l'anesthésie, c'est le Far West de la médecine. Tout est à inventer en termes d'instruments. C'est l'endroit idéal pour un biophysicien comme vous. Et visiblement, il a bien écouté. C'est à ce moment-là que les choses s'accélèrent et qu'il commence à développer des outils qu'on retrouve encore aujourd'hui, partout. Absolument. Et il faut se concentrer sur l'invention qui a tout changé, l'analyseur de gaz du sang. En 1954, il entend parler d'une électrode à CO2, développée par un certain docteur Stowe. Mais elle ne marchait pas bien. Voilà, c'est ça le truc. L'inventeur l'a trouvée instable, pas fiable, et Sevringhaus, avec son intuition de physicien, il a une illumination. Il comprend tout de suite que le problème, c'est l'électrolyte. Il suffit d'y ajouter du bicarbonate. Attendez, il a juste entendu parler d'une invention qui ne marchait pas, et il a trouvé la solution comme ça, juste en y pensant. Mieux que ça, l'interview dit qu'il a construit une version fonctionnelle en une semaine. Une semaine? Oui, C'est surréaliste. Aujourd'hui, il faudrait des mois juste pour les autorisations. c'était une autre époque, clairement. Et il ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, en 1956, il assiste à une présentation du docteur Leland Clark. Ah, l'électrode à oxygène. Oui, celle qui est protégée du sang par une petite membrane. Sevringhaus, il dit que ce moment a changé sa vie. Il voit les potentiels, il prend son électrode à CO2, il prend celle à oxygène de Clark et il met les deux ensemble dans un bain-marie à 37 degrés. Et voilà, le premier système combiné d'analyse des gaz du sang. C'est la naissance, en 1957, de la pierre angulaire de la réanimation moderne. Donc si je comprends bien, il n'a pas inventé les capteurs eux-mêmes, mais il a été le maître d'œuvre, celui qui a vu comment tout assembler pour créer l'outil révolutionnaire. C'est un excellent résumé. Il avait ce génie de voir l'application clinique et la solution technique presque instantanément. Et ce génie, on le retrouve dans une autre histoire, beaucoup plus anecdotique mais sailleuse, tout aussi fondamentale. L'invention du concept de Mach ? Le fameux Mach, oui, la concentration alvéolaire minimale, qui mesure la puissance d'un gaz. On pourrait croire que ça vient d'une recherche très formelle. Mais pas du tout, si je me souviens bien. Non, pas du tout. L'idée est née au-dessus d'un sandwich, pendant un déjeuner informel avec son collègue Ted Heger, vers 1960.
Eger se plaignait de ne pas avoir de méthode simple pour comparer les anesthésiques. Et c'est Severingaus qui trouve le nom. Oui, il pense au nombre de Mach en aviation. Un Mach, ce serait la concentration minimale qui empêche la moitié des patients de bouger quand on les incise. Simple, brillant. Et le détail amusant, c'est qu'il raconte dans l'interview qu'il regrette presque l'acronyme. Il pense qu'il aurait dû être MAC avec 2 A. Oui, pour Minimal Alveolar Anesthetic Concentration. Mais le deuxième A a sauté. C'est ce genre de détail qui rend ces géants très humains. Cette culture du bricolage de génie, ça nous amène à un autre aspect de l'époque qui saute aux yeux dans le bulletin. Il y a une photo intitulée « Y a-t-il un patient dans la maison ?» Et on y voit les médecins qui se servent de cobayes les uns pour les autres. C'était selon ses propres mots une tradition honorée en physiologie. On est à des années-lumière de nos processus actuels. Pas de comité d'éthique, pas de consentement éclairé de 20 pages. Le chercheur jugeait que c'était sûr, alors il commençait par lui-même. Exactement. Et c'est un point intéressant qu'il soulève. Il dit que même avec les standards d'aujourd'hui, aucune des études qu'il a menées sur lui-même n'aurait été refusée car les risques étaient vraiment minimes. Minimes peut-être, mais les anecdotes qu'il raconte donnent quand même quelques sueurs froides. Il y en a 2 qui sont mémorables. La première, c'est pendant une étude sur l'altitude. Oui, c'est une histoire incroyable. L'équipe se fait des ponctions lombaires au niveau de la mer. Ensuite, ils doivent monter en voiture jusqu'à un labo à 3800 mètres. Le problème, c'est que la ponction provoque chez lui une céphalée post-ponction, un mal de tête. Atroce. Oui, qui l'oblige à rester allongé. Donc il est couché sur le siège passager, en pleine agonie, pendant que son technicien conduit. C'est ça. Et le technicien, lui, n'a pas l'habitude de conduire leur gros break sur les routes de montagne. En pleine tempête de neige, il rate un virage. La voiture se retrouve en équilibre, penchée à 45 degrés au-dessus du vide. On imagine la scène. Un mal de tête insupportable et la menace de finir au fond d'un ravin. Tout ça pour la science. C'est une chose de lire un article, c'en est une autre d'imaginer ça. Et la deuxième histoire est peut-être encore plus parlante. Celle de Copenhague. Il participe à une étude sur le débit sanguin cérébral avec son ami, Niels Lassen. Le protocole demande une ponction de la veine jugulaire, dans le cou. Un geste délicat. Très délicat. Et ce jour-là, son ami, en insérant l'aiguille, touche accidentellement le nerf hypoglosse de Severingaus. Le nerf de la langue. Les conséquences ont dû être immédiates. Instantané. La moitié de sa langue s'est paralysée. Il est devenu presque incapable de parler pendant 3 jours. L'interview décrit son ami qui était mortifié, qui venait le voir toutes les 2 heures. Heureusement, ça s'est remis. Oui, heureusement. Mais ça montre le niveau d'engagement et de confiance. Risquer de se faire paralyser la langue par un ami au nom du progrès médical, quoi. Cet esprit de pionnier, ça semble à des années-lumière du climat décrit ailleurs dans ce bulletin de 2003. On passe du labo au bureau des plaintes, j'ai l'impression. Un article pose une question qui en dit long. Je suis malheureux là où je suis, devrais-je envoyer mon CV ? Le contraste est saisissant, oui. Cet article du docteur W. Andrew Kofke, c'est une litanie des frustrations de l'anesthésiste universitaire au début des années 2000. Il dénonce l'échec du leadership institutionnel, l'administration de l'hôpital qui voit l'anesthésie comme un service. Au même titre que la blanchisserie. La comparaison est brutale. Très brutale. C'est une façon de dire qu'on ne reconnaît pas la valeur académique de la discipline. Il parle aussi de l'échec bureaucratique, avec des comités d'éthique qui, selon lui, rejettent des protocoles pour des broutilles. Et puis, il y a cette formule, le syndrome du président de département dissimulateur. Oui, j'adore cette expression. C'est le chef qui vous promet la lune à l'embauche, du temps pour la recherche, des moyens. Et une fois que vous êtes là, tout s'évapore face à la réalité clinique et budgétaire. C'est un portrait assez sombre. Mais le bulletin est bien fait. Il y a un contrepoint signé par un chef de département, Donald S. Proth. Oui, et sa réponse est beaucoup plus pragmatique. Il ne nie pas les problèmes, mais il dit qu'ils sont universels. Les pressions financières, la lourdeur administrative, pour lui, ce n'est pas mieux ailleurs. Son conseil, c'est la patience. En gros, oui. Essayez de régler les problèmes en interne avant de chercher un Eldorado qui de toute façon n'existe pas. Il a cette phrase très parlante. L'herbe n'est vraiment pas plus verte de l'autre côté des clôtures médicales. C'est son argument central. Il met en garde contre le risque de devenir un chercheur nomade qui saute d'une fac à l'autre, toujours déçu parce que les contraintes sont systémiques. C'est plein de sagesse, mais on peut aussi y voir un argument un peu conservateur, non ? Une façon de dire « ne faites pas de vagues, restez ici ». C'est une excellente remarque. C'est le conflit de perspective. Celui qui subit le système au quotidien et celui qui doit le gérer et le défendre, même avec ses défauts.
La vérité est sans doute entre les deux. Et cette frustration, elle ne sort pas de nulle part. Elle est enracinée dans l'économie de la santé. Et ça, le bulletin nous le montre de façon presque caricaturale. Avec cette lettre des Centers for Medicare and Medicaid Services, le CMS. Le cœur du réacteur financier de la médecine américaine. La lettre est une réponse au docteur Koffke, le même qui a écrit l'article sur le mal-être des médecins. Il s'était plaint d'une règle de facturation. Exactement. Pour faire simple, un médecin enseignant ne peut pas facturer 2 opérations en même temps. Logique. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois, oui. Sauf pour les anesthésistes. Il y a une exception. Un superviseur peut être payé à 50% pour la direction médicale de jusqu'à 4 salles simultanées. Et la demande du docteur Koffke, c'était de pouvoir facturer 2 cas à 100% au lieu de 4 à 50%. C'est ça, pour mieux valoriser le temps d'enseignement. Et la réponse du CMAS, c'est un chef-d'œuvre de langue de bois administrative. En résumé, ça donne quoi? Ça donne « Merci pour votre courrier, c'est très intéressant, on en parlera avec l'association des anesthésistes. Cependant, tout changement nécessiterait un long processus réglementaire. En d'autres termes, n'y comptez pas. » On voit bien le lien. D'un côté, les médecins pressurisés et de l'autre, une machine administrative complètement rigide. C'est l'illustration parfaite du mur bureaucratique. Et pour boucler la boucle, la dernière question de l'interview de Severinghaus, c'est sur l'avenir de la recherche. Et sa réponse, après une vie passée dans la technologie, elle est 100% économique. Ah oui, venant d'un scientifique pur, c'est direct. Très direct. Pour lui, le problème n'est plus technique. Les médicaments sont bons, les moniteurs sont excellents. Le vrai obstacle, c'est l'économie de la médecine. Et donc pour lui, la solution, c'est quoi? Alors là, il est très clair. Il dit, et attention, ce sont bien ses mots, pas les nôtres. Oui, c'est ce qui est dans la source. Il plaide pour un changement radical. Il parle carrément d'un système de santé à payeur unique, un Medicare for All. Il critique les frais de gestion du système privé américain, qu'il estime à 30% des dépenses. Pour lui, le principal frein à l'innovation, ce n'est plus la physique, mais la finance. Si on résume, notre plongée dans ce bulletin de 2003 nous a offert un récit à plusieurs niveaux. On est parti de l'histoire presque mythique d'un inventeur, façonné par les grands événements du XXe siècle. et par une culture où on n'hésitait pas à mettre sa propre santé en jeu pour la science. Et ce récit héroïque, il a servi de contraste pour éclairer un monde bien différent, celui de la médecine universitaire du début des années 2000, un monde de pression, de frustration et de contraintes qui semblent presque conçus pour étouffer cet esprit d'innovation. Pour terminer, une dernière pensée, une dernière histoire de cette interview. Vers la fin, le docteur Severinghaus raconte une anecdote qui n'a rien à voir avec la médecine, mais tout à voir avec sa façon de penser. Ça concerne le projet Biosphère 2. Ce dôme géant est scellé en Arizona. C'est une histoire incroyable. Son fils, qui est géologue, travaille sur le projet et l'appelle, complètement désemparé, Ils ont une énigme. insoluble. Le niveau d'oxygène dans le dôme baisse constamment et personne ne sait pourquoi. Le CO2 n'augmente pas en proportion, ce qui défie les lois de la biologie. Les biologistes du projet sont perdus et c'est Severinghaus au téléphone qui va résoudre le mystère. Exactement. Avec son bagage de chimiste, de physiologiste, il a une intuition. Il pose une question simple. Le béton de la structure, il est récent? La réponse est oui. Et alors? Alors il explique que le béton frais, endurcissant, absorbe chimiquement d'énormes quantités de CO2. C'est la carbonatation. Ça retirait le CO2 de l'air et ça masquait le cycle biologique normal. Il a aussi noté qu'ils avaient fait une autre erreur, un sol trop riche en compost, qui consommait une part énorme de l'oxygène. Ce qui nous amène à la question finale. C'est un regard extérieur, celui d'un spécialiste de la physiologie humaine, qui a résolu une crise écologique majeure, juste en revenant à la chimie de base. Ça amène à se demander, quels sont nos murs en béton aujourd'hui? Quels sont ces processus simples, fondamentaux, qu'on ignore dans nos systèmes complexes, et qui sont peut-être la cause de dysfonctionnements qu'on n'arrive pas à expliquer? C'est sur cette question que nous vous laissons. Merci de nous avoir écoutés.